Et bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de première en MATP, un cours de cinématique. Alors je vais mettre ce document ici sur Pronote. Il s'agit donc d'un document à trous comme on en a l'habitude. Je vous encourage à le compléter à l'aide des informations que je vais vous donner dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si fonctionner comme ça vous convient, manque de mieux. Si le son est correct, si l'image est correcte, je fais ce que je peux, j'espère que ça ira. Pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous plaît, hein, n'hésitez pas. Bref, on va commencer plus sérieusement. Notre cours de cinématique se présente ainsi. Déjà, je pense que le plus important avant de commencer est de définir ce qu'est la cinématique. Eh bien, la cinématique est la partie de la mécanique qui concerne l'étude des positions et des déplacements des solides, et cette fois-ci, on ne tient pas compte des efforts. Donc, dans le terme cinématique, rappelez-vous, il y a le mot cinéma. Finalement, c'est ce qui bouge. On avait vu avant la statique, c'était l'étude de ce qui ne bouge pas. On peut retenir que la cinématique, ça va être l'étude de ce qui bouge. Ici, on parlera donc de déplacement, de trajectoire, de vitesse, d'accélération et de décélération. On utilisera donc les unités et les grandeurs suivantes. Pour la vitesse, le symbole sera un V majuscule. L'unité utilisée dans le système international pour la vitesse est le mètre par seconde. On utilise aussi le kilomètre par heure. Je fais vraiment une distinction et un effort de dire mètre par seconde et kilomètre par heure. Pour quelle raison ? Eh bien, vous savez que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. On a une distance qui sera, par exemple, en kilomètres, un temps qui sera en heures. J'obtiens donc une vitesse qui est en kilomètres divisé, on voit bien ici le symbole divisé, divisé par des heures. On a donc des mètres par seconde ou des kilomètres par heure. Quand on dit mètre seconde ou kilomètre heure, c'est un abus de langage. Parenthèse. On a également parlé, en termes de grandeur, de vitesse angulaire. La vitesse angulaire, c'est ce symbole grec. Je vais zoomer un petit peu dessus pour que vous voyez davantage. Voilà, il se représente comme ça. Ce symbole, c'est oméga. Voilà. Comment ça s'écrit ? Ça s'écrit comme ça. Oméga. Cette vitesse angulaire s'exprime en radians par seconde. C'est bien un angle en radians. Vous avez sûrement vu en physique que 2π radians, c'est un tour finalement. Et c'est en radians par seconde, c'est-à-dire le nombre finalement d'angles ou de radians qu'on va faire en une seconde. Ça donne bien donc une vitesse angulaire. Cette vitesse angulaire, lorsqu'on la dérive, je ne rentre pas dans les détails ici calculatoires, on obtient ce qu'on appelle l'accélération angulaire, qui est notée alpha. Cette accélération angulaire a pour unité le radian par seconde carré. De même, la vitesse classique, qu'on peut aussi appeler vitesse linéaire, lorsqu'on la dérive, on obtient une accélération qu'on appelle petit a, qui elle va être en mètres par seconde au carré. Pour cela également que l'accélération de pesanteur, vous savez ce fameux g qu'on obtient dans cette formule P égale m fois g, m étant la masse et g est l'accélération de pesanteur. On a tendance à dire souvent c'est la gravité, en réalité c'est pas vraiment ça. Eh bien cette accélération de pesanteur est également en mètres par seconde au carré. On poursuit le détail des grandeurs qui vont nous être utiles au cours de ce chapitre. Il y a également le temps, petit t, qui peut être exprimé en secondes, en minutes ou en heures. La fréquence de rotation, petit n, où on l'avait déjà vu lorsqu'on avait fait la transmission de puissance par les engrenages, grand N. Peu importe l'un ou l'autre, c'est pas choquant. Qui va être en seconde moins 1, pas très courant, mais c'est le seconde moins 1 qu'on peut retrouver finalement juste ici, dans les mètres par seconde. En fait, mètres par seconde, c'est aussi comme si on écrivait, c'était des mètres multipliés par des secondes moins 1. Parce que diviser, c'est multiplié par l'inverse. On ne rentre pas dans les détails non plus. La fréquence de rotation, évidemment, dans notre cas, va s'exprimer la plupart du temps en tours par minute. On se rappelle qu'un tour, c'est 2π radians, un tour par minute,
c'est 2 pi radians par minute. Voilà pour ce qui concernait l'introduction, les grandeurs et les unités qu'on utilisera en cinématique. Je précise juste, j'aurais dû le faire en début de vidéo, ce cours sera composé de 4 ou 5 vidéos. On va voir 4 grandes notions: les mouvements rectilignes uniformes, les mouvements rectilignes uniformément variés, c'est là lorsqu'on a de l'accélération, les mouvements circulaires uniformes, on a une rotation qui est toujours la même et précise, et les mouvements circulaires uniformément variés. On part de 0 et on accélère de plus en plus. Fin de la parenthèse. Toujours en cinématique, définition et généralité. Eh bien, lorsqu'on fait une étude cinématique, on a besoin de se baser par rapport à un référentiel ou par rapport à un repère. On appelle cela le repère d'espace. Lorsqu'on analyse le mouvement d'un solide, on étudie ses positions successives dans le temps par rapport à un repère dans l'espace qu'on prend comme référence. Vous avez un petit peu l'habitude de cette notation, on l'utilisait déjà en statique. Ici, par exemple, dans le cadre de cet engin qui se déplacerait par là, on dira que le mouvement de l'engin numéro 1 par rapport au sol numéro 0 est noté mouvement de 1 par rapport à 0. 0 étant le solide de référence. On voit bien que c'est l'engin qui se déplace par rapport au sol. On peut également en réalité faire l'inverse, de dire que l'engin est pris comme solide de référence et que c'est le sol qui se déplace. C'est bien le mouvement de 0 par rapport à 1. Nous, en cinématique, on va parler principalement de vitesse. Ici, on a la vitesse d'un point qui appartient à ce solide. Ça peut être la vitesse du point A appartenant au solide 1 par rapport à 0. Et on la notera comme ce qu'on vient de voir juste ici. On a un repère d'espace, mais on a aussi un repère de temps. À partir du moment où on voit un système qui se déplace, il faut bien dire, à partir de maintenant, je le chronomètre. Donc on a un repère de temps. On va appeler ce qu'on appelle l'instant T. On peut aussi penser à un instant qui est bien précis, un instantané. Ici, l'instant T. C'est le temps écoulé entre deux positions, dont l'une est prise comme origine. Ici, on a la position, on va dire, initiale, à l'instant T indice 0, ou alors T0. Et plus loin, on regarde qu'est-ce qui se passe. Le véhicule s'est peut-être déplacé, on va le retrouver ici. Je dessine toujours aussi mal, même sur l'ordinateur. Et on a ici l'instant T1 à la position 1. L'étude d'un mouvement se fait toujours par rapport à un repère. On a besoin d'une référence. Dire qu'un véhicule avance, c'est pas la même chose quand quelqu'un est à l'intérieur du véhicule ou quelqu'un est à l'extérieur du véhicule. Il n'aura pas la même notion de déplacement. Il est toujours en référence par rapport à un repère, et ce repère est dit absolu s'il est fixe, ou alors au repos absolu. On peut dire par exemple que la Terre, bien qu'elle se déplace autour du Soleil, qu'elle va se déplacer au sein de la galaxie, etc., on ne rentre pas dans ces idées-là qui sont de la physique ou de l'astrophysique, on peut considérer que tout ce qui se déplace sur la Terre est considéré comme un mouvement dans un repère absolu. Tout ce qui bouge sur la Terre est déplaçable par rapport à la Terre qu'on va considérer fixe. C'est une norme. Ici, petit exercice, l'idéal c'est peut-être pour le moment essayer de le compléter tout seul, de regarder à l'avance, et je vous affiche maintenant la correction. Juste ici. Si le repère est mobile, celui-ci sera qualifié de relatif. On peut dire que le mouvement du personnage numéro 2 par rapport à la base 1 est un mouvement relatif, puisque le repère est en mouvement. Le personnage se déplace sur la plateforme. Le mouvement de l'objet 1, c'est-à-dire la plateforme par rapport au sol, est un mouvement absolu, puisque le sol, considéré comme un repère galiléen, ou un repère absolu, c'est la même chose, et la Terre est donc un mouvement absolu, puisque le repère, donc le repère 0, ou la Terre, est fixe. Le mouvement de 2 par rapport à 0, c'est-à-dire le personnage par rapport à la Terre, est aussi considéré comme un mouvement absolu, puisque, de nouveau, le repère 0 est fixe. On peut donc dire que 0 est un repère absolu, la Terre. 1 et 2 sont des repères relatifs, puisqu'ils sont mobiles. Absolu, ça bouge pas. Relatif, ça bouge. C'est du vocabulaire, ça n'a pas une grande importance en réalité pour vous en première
pour simplement faire des calculs de base. Pour continuer en cinématique, on a besoin de connaître ce qui s'appelle la notion de trajectoire. Qu'est-ce qu'une trajectoire? Eh bien, la trajectoire est le lieu des positions successives occupées par un point d'un solide à des instants t lors de son mouvement dans le repère de référence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, une trajectoire, finalement, ça va être l'intégralité des points au cours du temps que va occuper un solide à différents moments. C'est comme si on voyait un véhicule qui se déplaçait, puis on prenait des photos à intervalles réguliers, et puis en mettant les photos les unes derrière les autres, on va pouvoir se rendre compte de la trajectoire que va adopter ce véhicule. En cinématique, on prendra en compte deux grands types de trajectoires. Les trajectoires rectilignes, qui représentent une succession de points qui vont être selon une ligne droite, et les trajectoires curvilignes. C'est celles qui sont un peu plus aléatoires. Il peut s'agir de curvilignes ou de courbes. En fait, dans curviligne, il y a le terme courbe qui apparaît, qui peuvent être fermées, comme on peut le voir ici. En fait, une trajectoire circulaire est une trajectoire curviligne, ou ouverte, c'est-à-dire sans forcément revenir à son état initial. Petit exercice, je vous invite donc à ne pas regarder immédiatement la correction. Faites pause, vous avez un exercice ci-dessous. Je vous laisse déterminer quels vont être les différents types de trajectoires par rapport à cet exercice du cours. Je vous affiche donc la correction. La trajectoire du point C, qui appartient, on va dire, à la carrosserie d'un véhicule, appartenant à l'objet 2 par rapport à 0, donc l'objet 2, cette carrosserie, est une translation rectiligne. Là, on voit sur le pointeur, il continue finalement tout droit sa trajectoire au cours du temps. Alors, il pourrait y avoir des petites fluctuations du sol qui fait qu'il pourrait avoir une trajectoire comme ça. Mais bon, ici, on ne prend pas ça en termes de détail. La trajectoire du point C est évidemment une translation, un déplacement rectiligne. La trajectoire du point B, c'est-à-dire le moyeu de la roue, appartenant au solide 2, parce qu'on peut dire finalement que le point B appartient à la carrosserie, par rapport au sol, est aussi une translation rectiligne, qu'on voit juste ici. C'est également la même chose si ce solide 2, on le fait appartenir à la roue numéro 1. La trajectoire, enfin ce point B plutôt, c'est exactement la même chose si ce point B appartient à la roue 1. On dira que la trajectoire du point B de 1 par rapport à 0 est une translation rectiligne. Ce qu'on a exactement ici. On peut faire la même logique avec le point A, et on voit que le point A, au fil du temps, si on regarde la trajectoire du point A appartenant au solide 1 par rapport à 2, c'est-à-dire on oublie le fait que cette partie-là est fixe et que le véhicule se déplace, on oublie cette idée-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que la trajectoire de ce point A est un cercle de centre B et de rayon AB. A l'inverse, si on s'intéresse à la trajectoire du point A appartenant au solide 1 par rapport à 0, c'est une curviligne ouverte qu'on appelle une cycloïde. Au fur et à mesure du temps, le point A va avancer en même temps que le véhicule avance par rapport à notre fer absolu qui lui est fixe. Le point A va donc avoir cette trajectoire au cours du temps qui continue comme ça. On appelle ça une cycloïde. On poursuit une formule que vous avez probablement appris au collège. Je ne sais pas si c'est la 5e, la 4e, en tout cas, c'est sûr que c'est une de ces deux années. La vitesse moyenne, qui est en mètres par seconde si on utilise les unités du système international, est la distance divisée par le temps. C'est pour ça qu'on parle bien des fois de kilomètres divisé par des heures. On a bien donc une vitesse en kilomètres par heure, comme je vous ai présenté dans l'introduction. Ici, plus en détail, j'attends à ce que vous ayez des résultats qui seront en mètres par seconde. Ça va être l'unité qu'on utilisera la plupart du temps dans nos exercices. La vitesse instantanée, c'est la vitesse à un instant t bien précis. Un peu comme ce qu'on avait en cinématique, le vecteur vitesse est défini par une origine, une direction, un sens et une intensité en mètres par seconde. Ici, on n'aura pas l'occasion de faire des bilans des actions mécaniques, mais on pourrait faire en réalité le bilan des vecteurs vitesse. On ne fait pas ça dans le terme de nos exercices, mais on pourrait le faire. Ce sont des vecteurs. Ils sont définis par
un point d'application, une origine, une direction, un sens, vers l'avant, vers l'arrière, la gauche, la droite, et une intensité, plus ou moins fort. On a exactement la même logique qu'en statique. Ici, mettons que le point A se déplace vers la droite, on a ici le vecteur vitesse du point A appartenant au solide 1 par rapport à 0. L'intensité ou le module ne sera non pas en newton cette fois-ci, mais en mètres par seconde. Nous sommes en cinématique. On va reprendre ça un petit peu dans une autre vidéo, mais si la trajectoire du point T est une courbe, eh bien on aura ce qu'on appelle une vitesse tangentielle, c'est-à-dire qui est perpendiculaire, la vitesse est juste ici, au sens de rotation, perpendiculaire juste ici, par rapport au rayon. On y reviendra un peu plus tard quand on s'intéressera au mouvement circulaire uniforme et au mouvement circulaire uniformément varié. Juste avant de conclure cette vidéo, je m'intéresse donc avec vous aux dernières idées, c'est-à-dire celles qui concernent le mouvement rectiligne et le mouvement rectiligne uniforme. D'abord, le mouvement rectiligne, l'image est vraiment très claire. C'est lorsqu'un point d'un mobile A dans un repère fixe, il est en translation rectiligne, sa trajectoire est une droite, on dira que le point A a effectué un mouvement de translation rectiligne. C'est tout. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que finalement, au sein de ce véhicule, si je prenais un point B, que je mettrais ici, eh bien ce point B ferait aussi, parce qu'il appartient au même solide, une trajectoire droite, et on dira également qu'il a un mouvement rectiligne. C'est ce qui est dit juste ici. Tous les points du solide ont la même vitesse au même instant, le champ de vitesse est uniforme et la direction du solide est constante. Je reformule. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si vous êtes dans un train assis, votre passager a la même direction que vous, il va à la même vitesse. Mais c'est également valable pour la personne qui sera tout au fond du train et pour le conducteur qui sera tout devant, s'il a une trajectoire qui est rectiligne. Intéressons-nous maintenant au mouvement rectiligne uniforme. On dira qu'un solide est en translation rectiligne uniforme si, et seulement si, tous ces points décrivent des droites parallèles. Bah oui, il faut que tout aille tout droit, donc tous les points au sein du même solide décrivent un mouvement de rectiligne, et donc tous ces points décrivent des droites parallèles lors de cette translation rectiligne. Tous ces points ont une vitesse constante. Si le solide ne bouge pas, tout est à l'arrêt. Si tout bouge, le pare-choc d'une voiture va pas plus vite, le pare-choc avant, que le pare-choc arrière. On dira donc que la vitesse du point A est égale à la vitesse d'un point I, un point quelconque appartenant au solide, et que toutes ces vitesses sont constantes. Dans le cas du mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est nulle. C'est-à-dire que la vitesse est constante. Le solide n'accélère pas. On verra ça lors de la prochaine vidéo où on s'intéressera à des solides qui vont de plus en plus vite. Alors pourquoi pour autant, quand on regarde cette courbe, on aurait tendance à dire « Ouais mais monsieur Sanson, là ça accélère, on a l'impression que ça va de plus en plus vite. » Non, en réalité, c'est pas que ça va de plus en plus vite, c'est que ça parcourt de plus en plus d'espace. En fait, c'est exactement pareil que dans la formule V égale D sur T. C'est la distance, ou alors ce qu'on appelle l'espace. L'espace, ça correspond à l'origine du lieu, la position initiale. On a V égale D sur T, on est d'accord, mais on a aussi finalement D égale V fois T. C'est exactement la même chose que ce que vous avez là, chose que vous maîtrisez depuis la 5e ou la 4e. Donc là, on est peut-être dans le cas où l'origine des espaces correspond à l'origine des temps. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question à quel moment était parti un véhicule. Je reformule, c'est pas clair. Lorsque, par exemple, on fait un trajet Rennes-Lamballe, eh bien là, on regarde, je pars de Rennes, pile à cet endroit-là, et plus j'avance en direction de Lamballe, plus je parcours de la distance qu'on retrouve juste ici, évidemment, plus j'avance dans le temps. Voilà, c'est proportionnel. Le deuxième cas, c'est lorsque l'origine des espaces ne correspond pas à l'origine des temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, je fais un trajet Rennes-Lamballe, mais on va venir analyser mon déplacement, mon mouvement, que peut-être au moment où je serai déjà un peu plus loin, où je vais être à Plétan ou à Cône, j'en sais rien, et on dira « Ah bah il a déjà parcouru cette distance-là, mais on s'y intéresse pas. Tant pis, on considère son mouvement à partir de là. » C'est pour ça qu'on ajoute ici une distance initiale, la distance E0.
c'est-à-dire la distance totale, c'est v fois t, on en a l'habitude, plus une distance initiale. E0, c'est l'appeler l'abscisse du mobile à l'instant t0, au moment où on va effectuer notre analyse. Voilà pour ce que je voulais aborder avec vous dans cette première vidéo. La prochaine fois, on abordera les mouvements rectilignes uniformément variés. Dès à présent, vous avez les deux petites formules qui nous sont utiles pour le calcul, pour les calculs et pour réaliser les exercices que je vais vous donner. Les exercices sont les suivants, on les voit juste ici, voilà. J'aimerais que vous fassiez cette première page avec MRU, effectivement, ce sont les mouvements rectilignes uniformes. L'exemple 1 est à faire, l'exemple 2 est à faire. Des exercices qui sont en réalité niveau collège. Également, cette application 1, cette application 2 et cette application 3 seront à faire. Ne vous cassez pas la tête. L'objectif, c'est de mettre tout avec les bonnes conversions, les bonnes unités pour que ça fonctionne bien dès le début. Ce qui va être aussi nécessaire, c'est peut-être faire des petits dessins, des petits tableaux pour bien se repérer. Et il va être aussi nécessaire d'utiliser les deux formules qu'on vient juste de voir, juste ici, dans le cours. Cette formule que je remets en jaune qui est à apprendre et cette deuxième formule juste ici. N'hésitez pas à me poser des questions, peut-être faire pause, me dire monsieur j'ai pas compris à 8 minutes 30 de la vidéo, j'ai pas compris à tel minutage, et on va essayer de continuer de travailler comme ça encore un petit peu de temps. À bientôt.